Chers compatriotes, le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, du processus électoral est un coup de massue pour Alpha Condé et son régime. Le double scrutin qu'il compte organiser le 1er mars 2020 n'aura pas l'onction nécessaire pour être crédible et valide, puisqu'à ce jour, non seulement l'opposition va boycotter l'élection, et une grande partie de la population va bouder les urnes, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers ont suspendu leur participation au processus électoral. Du coup, c'est la légitimité même des institutions issues de cette double consultation qui sera remise en cause. Surtout que le FNDC, lors de sa dernière sortie, a déclaré ne plus reconnaître Alpha Condé comme président de la République de Guinée et qu'on va maintenant demander son départ. En dépit d'une succession de déconvenues, Alpha Condé n'entend pas baisser les bras. Il est bel et bien déterminé à organiser les législatives et le référendum constitutionnel malgré tous les obstacles. Et même s'il le faut, seul contre tous. Il a dit d'ailleurs, au cours de sa dernière tournée dans ses fiefs électoraux, le train de la Guinée est en marche et il n'y a personne de l'intérieur comme de l'extérieur qui puisse l'arrêter. Il poursuit en disant qu'il n'a peur de personne, qu'il ne va pas vieillir et qu'il ne va pas tomber malade. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il est bel et bien décidé à poursuivre son projet à terme et à conserver indéfiniment le pouvoir, ou du moins jusqu'à sa mort. Mais la question qu'il faut se poser est pourquoi Alpha Condé est si sûr de lui, malgré son isolement diplomatique dans la sous-région et de la part des alliés traditionnels de la Guinée. Tout simplement parce qu'il a pris soin d'assurer ses arrières tout en se démenant comme un diable pour forger de nouvelles alliances. Prévoyant, Alpha Condé a su très tôt que s'il doit mettre son projet de 3e mandat en œuvre et se maintenir durablement au pouvoir, il faut faire tout pour réduire la dépendance de la Guinée à l'égard de ses partenaires commerciaux traditionnels, très regardants sur le respect des droits de l'homme, du jeu démocratique et des pratiques de bonne gouvernance. C'est ainsi que très tôt, à l'entame de son second mandat, il fait des ouvertures envers la Turquie, la Russie et la Chine. En mars 2016, Recep Tayyip Erdogan, l'homme fort de la Turquie, effectue une visite officielle en Guinée. Il est reçu en grande pompe par les dirigeants guinéens. Le 25 décembre de la même année, en 2016, le ministre de la Défense nationale et des Affaires présidentielles, Mohamed Diané, effectue une visite en Turquie pour renforcer la coopération entre les deux pays sur les plans militaires et économiques. En juillet 2018, c'est Alpha Condé lui-même qui se rend en Turquie pour l'investiture d'Erdogan suite à sa réélection. À peine un mois après son retour, le 10 août 2018, on apprend la signature d'une concession avec le groupe turc Al-Bayrak pour la gestion de la partie conventionnelle du port autonome de Conakry qui concerne les marchandises qui ne sont pas mises en conteneurs.
L'entreprise s'est engagée à investir 200 millions de dollars US sur 2 ans et 500 millions de dollars à terme. Ce contrat de gré à gré, prévu pour 25 ans, avait provoqué la colère du syndicat des dockers qui avait initié un mouvement de grève pour dénoncer l'opacité des conditions d'attribution du dit contrat. Mais l'État guinéen restera inflexible et le contrat entrera en vigueur. En mai 2019, Alpha Condé retourne encore en Turquie. La raison officielle est qu'il s'y trouve pour assister à l'inauguration de la mosquée Chamlika. En novembre 2019, Al-Bayrak signe avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement un contrat pour le nettoyage des différentes artères de la commune de Kaloum, siège du pouvoir et de l'administration publique, pour un coût de 26 milliards de francs guinéens. Le 25 octobre 2019, de retour de la conférence de Sotchi en Russie, Alpha Condé fait un détour en Turquie où il est reçu par Recep Tayyip Erdogan au palais de Dolmabahçe à Istanbul pour un entretien de 2h25. En janvier 2020, Alpha Condé fait appel à un bateau turc, le Karadeniz Powership Ibrahim B, une centrale électrique flottante pour fournir de l'électricité à la Guinée. Chers compatriotes, comme on le voit, entre 2016 et 2020, Alpha Condé et son ministre de la Défense, Mohamed Diané, ont effectué plusieurs voyages en Turquie dans le but, disent-ils, de renforcer la coopération militaire et économique entre les deux États. Et comme on le voit, les groupes d'intérêt turcs ont étendu leurs tentacules dans tous les secteurs névralgiques de notre économie. Le port autonome de Conakry, le transport urbain, la défense et la sécurité et le secteur énergétique. Tout cela sans qu'un projet de loi ne soit soumis à l'examen, au vote et à l'approbation de l'Assemblée nationale. Est-ce pour cela que la Turquie observe silencieusement et sans la moindre réaction la crise profonde que traverse notre pays? Mais ce n'est pas le seul pays vers lequel Alpha Condé s'est tourné pour avoir des soutiens. Il y a aussi la Russie. Le 19 janvier 2019, les Guinéens avaient été surpris, avaient été choqués par les propos de l'ambassadeur russe en Guinée, Alexandre Bregadze, qui semblait soutenir implicitement le projet de réforme constitutionnelle et le maintien au pouvoir d'Alpha Condé. On ne sait pas trop si c'est cela qui lui avait coûté son poste 2 mois après, puisqu'il sera nommé comme le représentant de la grande compagnie minière Rusal en Guinée. Mais tout compte fait, les Guinéens seront tout autant éberlués de voir leur président demander publiquement à M.
au président russe Vladimir Poutine de continuer leur entretien en tête-à-tête parce qu'ils souhaiteraient échanger de certains points avec lui en tête-à-tête. Et en faisant cette demande, Alpha Condé a laissé entrevoir son exaspération en fustigeant le comportement de la France, qu'il accuse d'avoir voulu mettre un cordon de fer autour de nous lorsque la Guinée avait voté non au référendum de 1958. Et tout ceci se passait dans un contexte de crise politique aiguë, avec comme toile de fond la farouche opposition du FNDC contre toute idée de nouvelle constitution et de troisième mandat. Avec cette demande pour le moins curieuse et ses propos excessifs, Alpha Condé s'était fait prendre au piège. Tous les analystes s'accordent à dire que le président guinéen voulait un entretien privé avec Poutine pour que ce dernier soutienne son projet de réforme constitutionnelle qui lui ouvrirait la voie à un troisième mandat. Surtout que les partenaires traditionnels de la Guinée, la France et les pays européens se montraient hostiles à cette idée. Alpha Condé souhaitait aussi l'intervention de Poutine dans le bras de fer qui opposait la compagnie Rusal au ministre guinéen des Transports au sujet de la voie ferrée empruntée par la compagnie minière pour faire convoyer l'alumine produite dans son usine de Fria. Le ministre des Transports souhaitait faire circuler un train de passagers sur une partie de la voie de Conakry à Dubrika et Rusal refusait pour l'instant que la circulation de ces convois d'alumine soit entravée. Même l'intervention directe d'Alpha Condé n'avait pas réussi à fléchir les lignes. Et comme à ce jour, aucune solution n'a été trouvée, il va sans dire que Vladimir Poutine a dû opposer un refus catégorique aux demandes d'Alpha Condé. De toutes les façons, les Russes n'ont aucun intérêt à négocier puisque la Guinée leur a vendu l'usine, la voie ferrée et ils ont obtenu la concession minière de Diandian. Et le terminal minéralier du port est géré par la compagnie des bauxites de Kindia, filiale de Rusal dans le pays. Pour Alpha Condé, c'est un sérieux revers diplomatique. Et devant l'hostilité des Européens et l'intransigeance des Russes, il lui faut absolument le soutien américain. Des consignes fermes sont données à l'ambassadeur guinéen à Washington pour organiser un voyage d'affaires du président guinéen aux États-Unis. Il s'agit d'ouvrir le marché guinéen aux entreprises américaines. Mais le bilan est maigre. Alpha Condé n'a pu décrocher qu'un accord dans le domaine des transports qui permettrait l'établissement d'une ligne aérienne directe entre la Guinée et les États-Unis. Et il a pu décrocher une petite enveloppe d'$1 million du gouvernement américain pour appuyer les recherches sur l'impact lié à l'exploitation du gaz par une firme américaine. Pour aiguiser les appétits, il accorde à la société américaine High Power Exploration, HPX, le projet de concession pour le développement, la construction et l'exploitation des mines de fer du Mont Nimba.
dont la filiale est la Société des mines de fer de Guinée, SFMG. Mais la visite d'Alpha Condé est un grand échec, puisqu'il se fera dire par le secrétaire d'État Mike Pompeo que les entreprises américaines veulent évoluer dans un environnement sain où la corruption est moindre et l'état de droit et la transparence existent. En plus, il ne pourra pas rencontrer le président Donald Trump durant sa visite. Il fera tout pour être reçu par le prestigieux think tank Heritage Foundation, qui sert de laboratoire d'idées pour le Parti conservateur et l'un des rares groupes de réflexion qui a l'oreille du président américain. Mais les portes resteront fermées et Alpha Condé sera obligé de retourner sans obtenir un soutien ferme de l'administration Trump. Tout au long de la visite, il était devenu apparent que les Américains n'étaient pas satisfaits de la gouvernance d'Alpha Condé et ils lui ont fait savoir à leur manière. Les responsables guinéens n'avaient pas compris que les États-Unis voyaient d'un mauvais œil l'influence grandissante de la Chine et l'afflux rapide des capitaux chinois sur le marché guinéen. Non seulement le gouvernement guinéen avait signé un accord de prêt de 20 milliards de dollars avec la Chine pour le développement des infrastructures, mais sous la gouvernance Condé, la Guinée est devenue une mine à ciel ouvert où les entreprises chinoises ont la part la plus belle. On a vu la participation chinoise dans le consortium SMB, Société minière de Bokeh, qui détient les blocs 1 et 2 du projet de fer Simandou, le groupe China Non-Ferrous Metal Mining, CNMC, Chinalco présente à travers sa filiale Chalco. Vous avez le groupe TBEA, les entreprises qui opèrent dans l'hydraulique, Sino Hydro, la China International Water and Electric Corporation, CWE, filiale de la société chinoise Les Trois Gorges, CTG. Maintenant, il faut comprendre que la politique africaine des États-Unis s'appuie sur 3 axes principaux. Contenir l'expansion chinoise en Afrique, la lutte contre la corruption et la lutte contre le terrorisme. La récente tournée africaine du secrétaire d'État Mike Pompeo, qui l'a conduit au Sénégal, au Kenya et en Éthiopie, a donné une parfaite indication des priorités américaines. Tous ces 3 pays ont été choisis sur la base de ces critères bien définis. Et sur tous ces 3 registres, la Guinée fait piètre figure. Et l'entêtement d'Alpha Condé à affaiblir les institutions de la République de Guinée et la crise qui en a découlé peut entraîner des effets déstabilisateurs pour toute la sous-région en proie à des attaques terroristes dans la zone du Sahel. Mais Alpha Condé est un homme prêt à tout et qui ne s'avoue jamais vaincu. Très bien conseillé par les experts à la solde des grandes multinationales qui opèrent dans le pays, il a décidé d'exploiter l'axe
Abu Dhabi, Riyad, Manama, Washington. Pour ceux qui ne savent pas, Abu Dhabi est la capitale des Émirats arabes unis, dont la ville la plus visitée, la plus fréquentée est Dubaï. Manama est la capitale du Bahreïn et bien entendu Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Le 11 février 2020, Alpha Condé s'envole pour l'Arabie saoudite où il est reçu par le prince héritier et vice-premier ministre Mohammed Ben Salman, MBS, et ensuite par le roi lui-même, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Il faut dire que la famille royale saoudienne, et plus particulièrement le prince héritier, à l'oreille du président américain Donald Trump. Alpha Condé aurait-il demandé qu'on intercède en sa faveur? On ne saurait trop l'affirmer. Mais ces derniers jours, on a senti un léger fléchissement de la position américaine. Dans une interview accordée à une radio locale, l'ambassadeur américain en Guinée a déclaré que ceux qui veulent voter doivent avoir le droit et la possibilité de le faire, et ceux qui veulent boycotter doivent aussi en avoir le droit. Le 1er mars 2020, Alpha Condé organisera donc son double scrutin portant sur les élections législatives et le référendum constitutionnel. Il le fera à la force de la baïonnette, en s'appuyant sur la police, la gendarmerie et même l'armée qu'il veut réquisitionner pour sécuriser les bureaux de vote. Seuls ses partisans iront devant les urnes. Les résultats sont connus d'avance. Le plus important, c'est ce qui va se passer après. Le peuple va-t-il redoubler d'ardeur pour en finir avec ce système ou va-t-on assister à un relâchement? Tout indique que la lutte va continuer jusqu'à ce que M. Alpha Condé quitte le pouvoir. Aucune autre dictature ne passera en Guinée. Plus jamais une présidence à vie en Guinée. Le destin de la Guinée sera ce que la jeunesse voudra qu'il soit. Devant une telle conviction, à quoi donc peuvent servir toutes ces alliances? Alpha, on a dit 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, ici gamane. Khalati. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.